Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Les guérisons inexpliquées, miracles, que nous enseignent ces phénomènes hors du commun. Pour explorer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Raoul, ancienne ingénieure nucléaire pendant 15 ans. Elle a vécu des expériences spirituelles profondes qui l'ont conduite à se réorienter vers l'accompagnement humain. Passionnée par les liens entre le monde sensible et l'invisible, elle travaille aujourd'hui en collaboration avec des chercheurs et universitaires, partageant ses découvertes à travers des conférences et des livres destinés au grand public. Dans son livre Ces guérisons qui défient la science, une plongée dans les mystères de la médecine et des guérisons miracles, paru aux éditions HarperCollins, Fabienne cherche à percer les mystères de la guérison. Elle analyse des témoignages inédits pour comprendre les mécanismes de régénérescence du corps qui échappent à la médecine classique. Avec la rigueur scientifique de sa formation, elle explore les ressources insoupçonnées du corps et de l'esprit, le rôle des émotions, les médecines traditionnelles complémentaires, le magnétisme et l'impact des expériences de mort imminente sur la guérison. Elle donne aussi la parole à des experts afin d'établir un état des lieux scientifique sur ces phénomènes qui, bien que rares, sont plus fréquents qu'il n'y paraît et qui ouvrent la voie à de nouvelles perspectives en recherche transdisciplinaire. Bonjour Fabienne et je suis ravie de vous retrouver dans le podcast. Bonjour Sophie, merci de votre accueil. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser aux guérisons inexpliquées ? Alors, en fait, il y a 20 ans de cela, un peu plus de 20 ans maintenant puisque nous sommes en 2025, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui m'a permis de m'ouvrir à l'invisible. Et puis quelques années plus tard, donc 3 années après, en fait, j'ai été atteinte d'une maladie neurologique durant laquelle j'ai demandé de l'aide à l'invisible et pour moi, j'ai été aidée. Donc à partir de ce moment-là, la cartésienne que j'étais, que je reste encore aujourd'hui, mais en tout cas de par mon parcours d'ingénieur, eh bien s'est ouverte à l'invisible et j'ai en moi le côté rationnel, cartésien, et le côté ouvert, sensible au monde invisible. Donc ces deux pôles essaient de cohabiter, parfois tant bien que mal, mais en tout cas, ça m'a donné le goût d'explorer justement cette relation entre notre monde sensible à travers notre corps et le monde invisible. Donc, c'est ce que j'essaie de faire à travers mes recherches, en fait, à travers mes livres, etc. Et donc, les guérisons inexpliquées, en fait, je me suis posé la question, mais quels sont les mécanismes qui peuvent expliquer entre guillemets ces guérisons, bien que déjà dès le départ on se dit une guérison inexpliquée, par définition c'est inexpliqué. Mais je me suis dit ok, je me suis posé 3 questions. La première, c'est quel est l'impact de la psyché, c'est-à-dire de nos pensées, de nos émotions sur notre corps physique. La deuxième question, c'est quel est l'impact d'un praticien. Alors praticien toujours avec une dimension complémentaire à la médecine conventionnelle, sur justement le corps physique du patient ou de la personne qu'il traite. Et la troisième question, c'est quel est l'impact de justement l'invisible. Et moi, c'est ce qui m'a le plus passionnée, je dois l'avouer. Donc l'invisible, c'est notre lien à travers la foi, à travers les prières, à travers voilà ces demandes qu'on peut faire ou pas d'ailleurs. On verra qu'il y a des personnes qui n'ont rien demandé et qui ont été guéries, et qui n'avaient pas une foi particulière. Mais en fait, moi, je me suis posé ces 3 questions et je suis partie du coup à la rencontre de patients, à la rencontre de médecins, de chercheurs, de praticiens qui sont dans une démarche vraiment complémentaire à la médecine conventionnelle, et ça pour moi c'était vraiment important. Et puis bien sûr il fallait que j'ai accès au dossier médical de la personne parce que c'était important de me baser sur des faits concrets, des faits médicaux, pour pouvoir mener mon enquête. Donc j'ai rencontré, alors je dis ça de mémoire, une dizaine de médecins-chercheurs, une dizaine de patients. Donc ça a été un gros boulot que j'ai débuté j'allais dire officiellement en 2023, mais ça fait des années que
que je me pose plein de questions. Donc là, c'est plus la concrétisation, on va dire, hein, dans la matière, parce que oui, j'ai vraiment, je suis tout le temps une usine à questions. Moi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de comprendre, de faire du sens, et puis d'ouvrir en fait aussi mon esprit, de continuer à ouvrir mon esprit, tout simplement. Donc, donc voilà, donc j'ai voulu investiguer vraiment sur différentes thématiques et notamment, si je repense à l'invisible, c'est l'impact des prières, l'impact de la foi, les expériences de mort imminente aussi, les miracles, etc., etc. Ce que j'aime en fait dans votre livre, c'est vraiment ce que vous incarnez. C'est cette union en fait entre quelque chose de très rationnel en fait, d'analytique de par déjà votre formation en fait d'ingénieur et en même temps cette ouverture à l'inexplicable, au subtil. Et ça montre bien que les 2 peuvent cohabiter et c'est ce que j'aime en fait dans le travail, même, quand je vous avez, reçu, pour, enfin dans le cadre d'un autre podcast. Il y a vraiment enfin cette coexistence et du coup, je trouve que c'est chouette parce que vous l'incarnez, mais elle est transmise dans le livre aussi et je trouve ça chouette et ça montre aussi, à nos auditeurs et aux lecteurs, vraiment que les 2 peuvent cohabiter et que c'est pas soit l'un, soit Oui. l'autre. Exactement, c'est exactement ça. Pour moi, Ouais. on est justement dans notre monde, surtout bon en France plus particulièrement, Mmh. on est dans un monde très matérialiste, hein, au sens où on définit les choses par rapport à la matière, au palpable, au tangible. Alors moi, ce que je comprends, puisque j'étais dans cette dynamique-là bien avant de vivre mon EMI, donc j'avais cette posture-là que l'invisible n'existait pas. Enfin, je me posais même pas de questions, hein, tout simplement. Donc pour moi, il y avait de la matière et puis c'est tout. Mais en réalité, on a plein d'éléments aujourd'hui qui nous permettent de dire non, mais l'invisible existe réellement. Il y a des phénomènes inexpliqués ou inexpliqués d'un certain point de vue, en tout cas. Mmh. Mmh. Et ça, c'est aussi l'objet de mon livre, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis bien rendu compte que euh, euh, une guérison est inexpliquée au regard de la médecine conventionnelle d'aujourd'hui, mais si on élargit notre regard et plus particulièrement en regardant sous l'angle aussi des médecines dites complémentaires, je pense le magnétisme. Alors on dit pas une médecine complémentaire concernant le magnétisme, mais en tout cas c'est une approche complémentaire, ou bien la médecine orientale, l'acupuncture, etc. Bah là où déjà on commence à élargir un petit peu notre regard, ouvrir un petit peu plus notre regard, et puis on se rend compte qu'il y a des choses vraiment qui restent de l'ordre de l'étonnement, de la stupéfaction, et qui vont nous interpeller effectivement si on reste dans ce cadre purement matérialiste. Mais si on change de regard, et c'est tout l'objet aussi du coup de ma démarche dans le livre, hein, avec des faits encore une fois, hein, eh bien on se rend compte que bah non, il y a pas que la matière qui existe. C'est ça, ouais. Et ça permet du coup de comprendre que peut-être des guérisons inexpliquées trouvent une explication. Exactement. C'est ce que d'ailleurs nous allons voir, lors de notre échange et justement, quelle est plutôt la position de la science par rapport aux guérisons inexpliquées? Alors, c'est ça. En fait, aujourd'hui, le monde médical se base uniquement sur l'organe. Il y a une maladie, on va chercher la cause dans l'organe et on va traiter l'organe. Donc, à travers la médication, à travers voilà des traitements, radiothérapie, chimiothérapie dans le cas des cancers, par exemple. Mais on ne va pas essayer de comprendre finalement quelle est la racine de cette maladie, c'est-à-dire la cause première, j'allais dire. Mmh. Donc, on va pas se poser la question, peut-être que la personne a vécu un événement douloureux, dramatique dans sa vie, qui pourrait être le facteur déclencheur de la maladie. Donc, comment dire, le monde médical aujourd'hui, en tout cas plus particulièrement en Occident, a ce regard purement matérialiste à travers uniquement l'organe ou le système, hein, les systèmes qui sont dans le corps. Quand j'ai commencé à investiguer justement et rencontrer des médecins, je leur ai posé des questions. Est-ce que vous connaissez des cas, etc. Et on m'a dit
oui, il y en a. En gros, j'ai reçu plusieurs réponses. Oui, il y en a, mais on n'explique pas tout. Ou il y en a, mais bon, en gros, bah, maintenant que la personne est guérie, tant mieux pour elle. Donc, Mmh. on va pas essayer de comprendre. Et moi, je me suis dit, mais non. Au contraire, pour Mmh. moi, c'est source d'enseignement, d'essayer de comprendre pourquoi une personne est guérie. En fait, dans le monde médical, les guérisons dites inexpliquées sont epsilonesques, c'est-à-dire représentent euh, des valeurs aberrantes d'un point de vue Mmh. statistique. Et c'est pour la raison pour laquelle on va pas s'y intéresser. En fait, il y en a pas suffisamment. Mais alors, il y en a pas suffisamment. Moi, je me suis dit, mais déjà quand on commence à, et moi, quand j'ai commencé un peu à investiguer autour de moi, bah, il y a des gens qui m'ont dit, mais oui, oui, moi, j'ai vécu une guérison. Mais j'ai dit, mais vous en avez parlé? Ah bah non, non, j'ai peur qu'on me prenne pour un fou ou Ça. pour une folle. Donc, il y a peut-être c'est statistiquement insignifiant parce que les gens ont peur d'en parler, donc ils restent dans leur coin. Euh, Peut-être que bah voilà, le monde médical n'est peut-être pas, enfin certains du moins ne sont pas dans cette écoute et dans ce désir de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'étudier. Donc il y a comme une espèce de tabou en fait et de manque d'intérêt par rapport à ce sujet. Euh, Donc, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas non plus de base de données finalement de l'ensemble de ces cas. Et moi, je me suis dit, mais c'est vraiment dommage parce que on gagnerait tellement à investiguer, à comprendre, et puis derrière à peut-être en tirer des conclusions, des informations à la fois sur le fonctionnement de l'être humain, et puis également pour la recherche, tout simplement, la recherche médicale aussi. Mmh. Donc ça, c'est un petit peu ce qui manque à ce jour. Mmh. Et c'est pour ça que c'est bien aussi, enfin voilà, d'investiguer et de faire connaître en fait le résultat de ces investigations pour pouvoir faire évoluer, j'allais dire «les consciences» quoi, entre guillemets, mais c'est ça. C'est ça, Ouais. exactement, ouais, ouais, tout à fait. Alors dans votre ouvrage, lorsqu'on lit notamment le témoignage d'Iphigénie, qui est guérie des poussées de sclérose en plaques, d'ailleurs cette histoire elle est incroyable, peut-on dire qu'il existe un lien étroit entre les émotions et les maladies? Alors, clairement, oui. Ce cas est vraiment très intéressant. Il m'a été d'ailleurs soumis et proposé par le docteur Anne Gabar-Allard, qui est une gynécologue dans le secteur de Nantes, qui est une femme vraiment exceptionnelle et d'une grande humanité, qui a fait sa thèse en philosophie de médecine sur plus de 300 cas de patients, justement, qui présentaient des maladies et qui ont guéri aussi en se libérant en fait émotionnellement de leur maladie. Alors plus précisément, le cas d'Iphigénie. Euh, Iphigénie, c'est une dame qui était mariée, dont le mari est tombé dans l'alcoolisme. De là, s'est suivi la vente de leur maison. Donc elle, intérieurement, elle a ressenti de la honte, de la colère, mais qu'elle n'a jamais exprimée. Donc pendant plusieurs années, en fait, elle a intégré ces émotions que le docteur Gaba appelle délétères, Mmh. c'est-à-dire nocives en Mmh. réalité pour le corps. Donc elle a tout pris sur elle. Et pour elle, c'est le docteur pour Iphigénie, c'est sa compréhension de la chose. Elle s'est créée elle-même sa maladie. C'est-à-dire qu'en fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune où finalement les globules blancs vont attaquer le corps de manière incompréhensible en fait. Et elle a compris qu'elle s'était créée sa maladie justement parce que elle n'avait pas pu digérer finalement toute cette colère et toute cette honte et cette culpabilité qui était restée en elle pendant toutes ces années. Et à partir du moment où elle en a pris conscience et ensuite qu'elle a fait un travail, notamment psychothérapeutique avec le MDR, les crises de sclérose en plaques se sont arrêtées. Et pendant 14 années, il n'y a plus du tout eu de crise. Dingue, hein. Ouais. Donc, c'est quand même hallucinant. Ouais. Alors après, bien sûr, moi je dis toujours ne jamais généraliser. C'est pas Mmh. parce que chaque cas est différent et c'est ce que j'essaie aussi de dire dans le livre. C'est pas parce qu'on va faire un travail sur soi et qu'on va libérer d'une émotion qu'on va être forcément guéri. C'est pas malheureusement systématique. Euh, et mais
Ça n'empêche pas que c'est toujours intéressant de faire un travail sur soi. C'est ce que je montre aussi dans le livre, Tout hein, à fait. parce que Mmh. ça permet d'avancer aussi vers soi. Mmh. Mais en tout cas, le cas d'Iphigénie montre bien que effectivement, dans ce cas-là et dans d'autres cas, hein, faut se plonger dans la thèse du docteur Anne Gabar-Allard, qui est passionnante. Eh bien, la maladie a été créée à cause d'émotions délétères finalement qui sont restées trop longtemps enfouies dans le corps, hein, et le corps, eh bien, garde l'information. Et à partir du moment où il y a une libération qui se fait, une libération émotionnelle, eh bien, le chemin vers la guérison est possible. Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'on remarque aussi et ça c'est ça enfin, vous en parlez aussi dans votre livre, on le ressent aussi à travers les témoignages, cette notion en fait où, finalement la maladie enfin, c'est comme on le dit, le mal a dit, mais c'est ça en fait, Mmh. finalement, c'est là aussi pour nous transmettre, j'allais dire, des messages, quoi. C'est ça. En fait, notre corps, finalement, c'est le dernier rempart. En fait, faut pas le prendre comme un ennemi. C'est sûr que quand on tombe malade, bien évidemment, on est en colère aussi contre son corps en se disant, bah, finalement, il me lâche. Et ça, c'est normal. Ça, je tiens à le dire aussi aux personnes qui nous écoutent. C'est tout, moi étant passée par là aussi, il y a de l'incompréhension, il y a de la colère, on a l'impression on perd le contrôle, on ne sait plus qui on est. On se pose 36 000 questions et c'est normal. Ça, c'est le processus normal, j'allais dire, de notre psyché, hein, qui perd les pédales, hein, tout simplement. On perd le contrôle de notre corps, hein. Mais notre corps, en fait, il faut le voir comme un ami qui va nous informer qu'il y a un problème qui n'a pas été résolu. Alors, ce problème, encore une fois, il peut venir de plusieurs origines, plusieurs causes, hein. En tout cas, la cause émotionnelle, c'est une piste intéressante à creuser. Est-ce qu'il y a un événement douloureux qui a été vécu récemment? Alors, soit qui nous touche directement, soit dans notre famille et qui aurait pu avoir un impact aussi sur nous. Je pense plus particulièrement à quelqu'un qui vit une situation dramatique dans la famille, une perte de travail, comme le cas d'Iphigénie, hein, tout simplement, ou un deuil, ou soi-même, hein, on est concerné par un choc émotionnel violent. Eh bien, effectivement, le corps, lui, peut vraiment réagir de manière euh, déséquilibrée, tout simplement. C'est un appel, hein, un appel qui dit, OK, il y a un problème, faut que tu ailles chercher la cause du problème. Et dans votre ouvrage, comme je vous le disais d'ailleurs en off, mais qui est vraiment, très, très riche quoi. Il y a énormément de thématiques, enfin voilà, de sous-sujets, j'allais dire, dans cette thématique principale. Vous abordez notamment, le magnétisme et les coupeurs de feu. Comment ces approches sont-elles accueillies et notamment dans le milieu médical? Oui. Alors, déjà le magnétisme, faut rappeler que le but du magnétisme, c'est de soulager les douleurs. On ne va pas en général guérir une maladie, hein, en particulier. Je rappelle toujours qu'effectivement le magnétisme vient en complément, des soins médicaux. Ça, c'est vraiment important et pour moi d'ailleurs, je voulais vraiment cette éthique-là quand j'ai choisi, les personnes, que j'allais interviewer dans le livre, qui répondaient à ce cadre-là, hein, en tant que praticien. Hem, donc l'accueil médical, alors, le magnétisme déjà, il y a pas de consensus au niveau des scientifiques pour essayer de dire: «OK, oui ça» enfin, comment ça marche. Mmh. Ça, il y a pas de consensus. Il y a quand même une certaine ouverture dans le monde médical par rapport au magnétisme et je pense plus particulièrement dans les hôpitaux par rapport aux coupeurs de feu. J'ai eu un bel entretien avec le docteur Serin, Daniel Serin, qui est, oncologue, hein, à Avignon et alors lui, me faisait part, de la 1re patiente qu'il a eue qui lui a dit: «Écoutez docteur, je n'ai plus de douleur à la suite de séances de radiothérapie». Il me dit: «Bah, j'ai cru qu'elle était folle». La première chose qu'il m'a dit spontanément, il me dit: «Bah, j'ai cru qu'elle était folle» et il me dit: «J'ai eu une 2e patiente qui est venue me voir et qui me relatait la même chose et qui pourtant ne se connaissaient pas, les 2 femmes ne se connaissaient pas». Là, je vais commencer à me poser des questions et là, au bout de la 3e, je dis: «OK, il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas, mais qui fonctionne». Ces femmes-là, objectivement, font part, après leur séance de radiothérapie et en ayant fait appel à un coupeur de feu, font part
de diminution de douleur, voire de suppression de leur douleur. Et il me dit, on serait bien bête, nous, médecins, de ne pas finalement faire appel à ces ou plutôt d'interdire en tout cas à ces femmes-là de faire appel à un magnétiseur coupeur de feu. À partir du moment où ça leur fait du bien, pourquoi s'en priver? Et j'ai trouvé que c'était une démarche tout à fait saine et honnête parce que c'est pas parce qu'on comprend pas le mécanisme qu'il y a derrière, hein, pourquoi ça marche et comment ça marche, que qu'on doit s'en priver tout simplement et ça montre bien qu'il peut y avoir une collaboration aussi dans le monde médical avec les magnétiseurs. Et d'ailleurs, il me faisait part que il y a souvent des listes de magnétiseurs coupeurs de feu qui circulent dans les services comment dire, d'oncologie, de radiothérapie, etc. Ouais. Donc il y a quand même une ouverture, mais après souvent c'est pas forcément dit, affiché, etc. Ouais, c'est effectivement ce que vous disiez dans votre ouvrage et parmi les guérisons survenues après une EMI, donc une expérience de mort imminente, il y a notamment le témoignage de Félix, qui est un nourrisson guéri de toxémie gravique. Comment peut-on expliquer justement sa guérison? Alors Félix, alors déjà le contexte, Félix est psychologue, et il me faisait part qu'à l'âge de 30 ans, il a entamé une psychanalyse. Parce qu'on peut se dire, mais comment on peut se souvenir quand on est bébé d'avoir vécu une EMI? En fait, c'est lors de sa psychanalyse qu'il y a eu tous les souvenirs qui se sont remontés à la surface. Euh, pour lui, il m'explique, je cite le passage donc de Félix. La silhouette toute noire de ma mère m'attirait irrésistiblement dans la spirale de la mort, dans le gouffre noir et effrayant de cette mort-là. J'avançais très rapidement dans un long tunnel très sombre qui débouchait sur une très belle lumière blanche. Je me souviens aussi de ma grand-mère, près de moi, d'une très grande présence réelle et sereine. Elle était dans la vie. Les souvenirs de la chambre étaient extrêmement précis, y compris la lumière blafarde et froide de la lampe au plafond. J'ai choisi la vie. Mon âme a choisi de revenir malgré la puissance énorme de cette force d'attraction vers la mort. J'ai survécu. Et donc, quand je lui ai reposé cette question-là, effectivement, d'après lui, comment il pouvait expliquer ce phénomène de guérison, il m'a répondu, il y a peut-être deux aspects liés entre eux. Mon âme, mon être profond, choisit de revenir à la vie terrestre incarnée ou de ne pas partir, et je guéris. Dans le sens, son corps guérit. Donc, pour lui, il y a la dimension, effectivement, de son âme, mais ce que moi, j'ajoute aussi un petit peu plus loin dans le livre, c'est que la lumière dans laquelle il a baigné l'a possiblement guéri. Moi, ça, c'est une des hypothèses que j'évoque à plusieurs reprises d'ailleurs pour les personnes qui ont vécu des EMI, parce qu'il y a comme une espèce de reset du corps en général quand les personnes ont... Alors, encore une fois, c'est pas systématique non plus, mais il y a quand même certains cas de personnes qui ont vécu des EMI qui ont été guéries de maladies. Je pense notamment à David, que je cite également, un paysagiste, lui qui était athée, pas du tout ouvert, etc., pas du tout ouvert à l'invisible, qui a vécu son EMI. Il est passé de l'autre côté. Et en fait, il n'a plus eu de crise de rectocolite, par exemple, hémorragique. Comme il faisait de l'hypertension, il n'a plus d'hypertension. Donc, il y a comme une espèce de comment dire, de processus d'auto-guérison qui est enclenché quand la personne touche quelque chose d'autre, et ce quelque chose, c'est la lumière, en tout cas. Voilà. On passe dans une autre dimension C'est ça. qui permet au corps de relancer le processus d'auto-guérison. Enfin, du moins, c'est mon hypothèse. Attention, je n'ai pas de preuves, mais en tout cas, j'ai pu constater à plusieurs reprises ce genre de choses. Alors, dans votre ouvrage, vous évoquez également les guérisons miraculeuses. Que faut-il entendre par guérison miraculeuse? Les guérisons miraculeuses, ce sont des guérisons inexpliquées, reconnues officiellement par le corps ecclésiastique. Donc, l'invisible, là, ce qu'on entend par le mot invisible, c'est l'intervention d'une intelligence supérieure, comme certains vont l'appeler Dieu, d'autres, ça va être des saints, Saint Padre Pio, la Sainte Vierge, Saint Charbel au Liban.
peut-être un des exemples les plus connus, c'est à Lourdes, en France, hein, dans le sud-ouest de la France, où on a un bureau des constatations médicales qui valide les cas de guérison miraculeuse en lien donc avec les apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes, soit d'ailleurs en présentiel, j'allais dire, sur le site, soit des personnes qui ont prié pour d'autres personnes à distance. Et effectivement, voilà. Donc, bien sûr, le bureau des constatations médicales a besoin du dossier médical de la personne. Et puis, c'est quand même, il y a des critères vraiment très rigoureux pour déterminer qu'effectivement le cas est une guérison inexpliquée d'une part et d'autre part un miracle. Le miracle étant reconnu donc par l'évêque du lieu où habite la personne. Donc typiquement aujourd'hui on a 71 cas de guérison miraculeuse reconnus à Lourdes et faut savoir qu'il y a quand même plus de 7000 dossiers qui sont déposés, sans compter toutes les personnes qui n'osent pas parler de leur propre guérison. Donc ça en fait un paquet. Je pense, ouais. Et justement, est-ce que vous auriez un exemple d'une guérison miraculeuse? Alors, le cas, par exemple, de sœur Bernadette Moriot, qui est la 70e miraculée, elle était atteinte d'une une grave maladie au niveau du dos. Euh, et en fait, en étant en pèlerinage à Lourdes, eh bien, elle n'était pas, elle n'a pas demandé la guérison pour elle-même, mais elle priait pour les autres en tant que religieuse. Et à un moment donné, elle a entendu une voix qui lui a dit d'enlever en fait l'appareil qui maintenait en fait son pied, puisqu'en fait elle avait du mal à marcher. Enfin, elle ne pouvait plus marcher normalement. Et donc effectivement, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait remarcher à nouveau. Donc ces symptômes ont disparu, tous ces symptômes ont disparu, et elle a été effectivement authentifiée comme miraculée. Voilà, entre autres guérisons, mais il y en a vraiment beaucoup hein, quand on commence à s'intéresser à ce sujet. C'est assez passionnant. Mm. Je peux imaginer, ouais. Et à travers l'enquête que vous avez menée, peut-on dire que l'amour et le pardon sont au cœur de ces guérisons inexpliquées et miraculeuses? Alors oui, pour moi, ce sont deux grands leviers dans le processus de guérison. L'amour, c'est d'abord finalement l'amour de soi. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de patients pour lesquels, effectivement, ils ont entamé, quand ils ont été malades, entamé un processus de connaissance, de meilleure connaissance d'eux-mêmes. Donc, ça, c'est déjà la base d'aller au cœur de soi, finalement, d'être plus près de son âme. Son âme, c'est son être profond, hein, comme on le disait tout à l'heure. C'est mieux se connaître. Donc, oui, l'amour, c'est la base de tout. En réalité, la vie se fait dans l'amour aussi. Euh, et le pardon est extrêmement puissant. Le cas dont je parle dans le livre, qui est d'ailleurs un cas emprunté au docteur Yann Tiberghien, qui est un médecin, moi m'a beaucoup interpellée. J'ai trouvé que c'était un cas magnifique. C'est une femme qui a été torturée. Alors là, on est à l'époque du Chili, hein, à l'époque de Pinochet. C'est une femme qui a été torturée pendant 17 ans, enfermée dans une géole et torturée avec des sévices vraiment innommables. Euh, Elle s'en sort. Elle vient en France, on lui découvre un cancer, une leucémie, vraiment une leucémie aiguë avec quelques mois de vie derrière uniquement, hein, donc la mort est proche. Et elle décide de revenir au Chili, de voir ses geôliers, de leur dire, voilà, aujourd'hui je viens vous voir, non pas pour me venger ou quoi que ce soit, mais je veux vous dire que je vais mourir et je tiens à vous donner mon pardon. Donc elle offre son pardon, elle ressent une grande chaleur en elle, une grande paix intérieure. Elle retourne ensuite en France, elle repasse ses examens, elle n'a plus rien, complètement guérie, de façon incroyable. Ça montre la force, la puissance du pardon. Ce qui est pour moi la chose la plus difficile à faire, un vrai pardon qui n'est pas le pardon de la tête, parce que souvent on peut dire bon bah ok je te pardonne, mais est-ce que le cœur réellement pardonne? Ça se vit dans le corps, ouais. Mm. Ça se vit dans le corps. Vous avez tout à fait raison, Mm. ça se vit.
corps, ça se vit dans le cœur. Et pour moi, le Mmh. cœur est le support de notre âme. Clairement. Mmh. Et à partir du moment où on fait réellement ce processus de pardon, c'est aussi pour se libérer soi-même. C'est un acte libérateur. Mmh. Ouais. On se libère soi-même avant tout, Ouais, ouais. euh, et on touche à la paix intérieure. Et là, on envoie du coup un signal très puissant à notre corps pour dire arrête d'être en guerre. Mmh. Et donc, l'hypothèse, c'est mon hypothèse, et bien le système aussi, le processus d'auto-guérison peut aussi se mettre en route. Voilà. Donc, effectivement, c'est un acte d'amour que cette femme a fait pour elle et pour ses geôliers, qui lui a permis de s'en sortir, de guérir. Et ça, c'est vraiment merveilleux, vraiment merveilleux. C'est vrai qu'on voit dans ce témoignage, enfin, vous en parlez dans le livre, mais elle a une résilience, cette dame. C'est incroyable par rapport à ce qu'elle a vécu et cet acte, en fait, qu'elle fait pour elle, mais aussi, enfin, vis-à-vis, voilà, j'allais dire de ses interlocuteurs, c'est incroyable. Enfin, je trouve que ce témoignage, enfin, voilà, c'est un vraiment un beau témoignage, quoi. Là, on voit vraiment, le cheminement, qu'elle a fait, quoi, pour arriver à C'est ça. C'est très chouette. le Mmh. cheminement intérieur. Surtout Ouais, elle a compris qu'en fait, sa maladie ouais, aussi est déclenchée quand, en fait, quand les médecins lui ont dit, ben, en gros, il va falloir vous mettre à l'isolement, vous mettre en chambre stérile. Là, elle a eu un déclic. Et son déclic intérieur, ça a été de se dire, OK, la maladie, elle vient parce que j'ai été enfermée pendant toutes ces années. Elle a fait une sorte de transposition, finalement, ouais, euh, et a compris que pendant toutes ces années, eh bien, elle avait dû ruminer. On revient toujours à la même chose. ouais, Ruminer de la colère, ruminer de la haine à l'encontre de ses bourreaux, et qu'en fait, en faisant finalement ce processus de libération, comme Iphigénie, d'une certaine façon, eh bien, on touche au pardon, on touche à la paix, et donc le processus d'auto-guérison qui se met en route. ouais, ouais, c'est incroyable. Donc, notre psyché est je pense, extrêmement puissante. Je pense qu'on connaît pas tout du cerveau non plus. Mmh. Mais en tout cas, ce sont des pistes vraiment, vraiment intéressantes, hein, pour aller mieux dans nos vies, en tout cas. Mm. Et selon vous, en quoi une approche transdisciplinaire pourrait-elle faire évoluer la médecine d'aujourd'hui? Alors, on a vu effectivement que notre médecine d'aujourd'hui, elle est basée uniquement sur l'organe, hein. C'est une médecine matérialiste réductionniste. Et pourtant, on se rend bien compte à travers tous les témoignages et aussi ceux des médecins qui ont évolué, hein. Ce sont des médecins finalement qui étaient sceptiques à la base et puis qui ont évolué grâce à leurs patients. Et bien que il y a une réelle connexion entre notre corps, nos émotions et notre esprit, nos pensées. Et moi, je vais plus loin, c'est qu'on a aussi notre âme, c'est-à-dire notre être profond qu'on doit écouter pour être vraiment bien, comme on dit aujourd'hui dans le développement personnel, aligné, hein, c'est être en phase avec soi-même tout simplement. Euh, et donc, le fait de pouvoir finalement que des médecins puissent proposer une approche plus intégrative, hein, ça veut dire, bah voilà, ok, bah il y a le corps, il y a les émotions, il y a le mental, il y a l'invisible également. Eh bien, à mon sens, on irait vers une meilleure compréhension du fonctionnement de l'être humain, de qui on est réellement. Euh, et aujourd'hui, on voit bien que c'est nécessaire. On ne peut plus scinder les choses, hein. On ne peut plus. Chacun garde ses compétences, bien évidemment. Ça, c'est important de le rappeler. Mais je pense que c'est en étant tous ensemble, en ralliant les compétences des uns et des autres, en les mettant au centre de la table, que là, à ce moment-là, peut émerger quelque chose de nouveau. Et typiquement, la banque de données, la base de données, moi, je pense que ce serait un outil merveilleux à mettre en place. D'ailleurs, j'ai fait une sorte d'appel, pas un appel à l'aide, mais en tout cas un petit appel quand j'ai été interviewée par ailleurs en disant, bah, euh, ce serait bien de pouvoir lancer une telle base de données. Et j'ai eu déjà quelques personnes qui se sont proposées, des médecins qui étaient même intéressés, une informaticienne qui m'a dit, bah moi je pourrais vous aider. Voilà, donc on sent que ça intéresse les gens. Et voilà, je trouve que ce serait vraiment
une belle contribution en fait au monde. Ah mais Donc je vous rejoins, puis j'ai vraiment cette image de synergie. En écoutant vos ouais, mots, je me suis dit: «Il y a cette notion de synergie et de créer finalement un cercle vertueux, en fait». Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Donc c'est finalement, en fait, on a tout nous est donné. mmh, C'est-à-dire que à travers ces guérisons, euh, on nous montre qu'il y a des nouvelles pistes. mmh, Et c'est à nous de s'en emparer, mmh, d'essayer de comprendre, hein, d'analyser, d'en discuter. Je comprends que d'un point de vue, on a besoin en tant que scientifique de statistiques. On ne peut pas se baser sur quelques cas, mais ça c'est évident. Mais justement, d'où l'idée de faire une base de données, hein, de recenser comme ça chez les médecins, dans les hôpitaux, l'ensemble des cas, de les mettre tous ensemble, et puis d'en tirer des conclusions. Donc, je pense qu'on a tous à y gagner en réalité, hein. clairement. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Alors moi, je dirais tout simplement, alors si les personnes sont malades, hein, des personnes malades nous écoutent, je dirais, ben, devenez une anomalie. C'est-à-dire devenez cette valeur, cette valeur justement statistiquement insignifiante, mais qui prend le chemin de la guérison. Parce que c'est, on peut déjouer un pronostic. Il y a une réalité derrière un diagnostic. D'ailleurs, bien évidemment, faut jamais nier une réalité médicale. Par contre, ça n'empêche pas de prendre un deuxième avis médical, d'ailleurs. Mais moi, je fais le distinguo entre le diagnostic et le pronostic. Et il y a des pronostics qui peuvent être déjoués. On sait bien que si on dit à quelqu'un, bah, il vous reste un mois à vivre, bah, malheureusement, ça peut créer aussi, ça c'est connu aussi dans le monde médical, ça peut créer un stress important qui va vraiment mettre la personne en dépression. Et puis elle-même, bah, du coup, va répondre à l'attente, en Mmh, fait, presque, l'injonction, entre guillemets. Euh, À contrario, quand on a aussi de l'espoir, quand on cherche d'autres pistes, quand on essaie de mieux se comprendre, quand on ose demander aussi de l'aide à l'invisible, parce qu'il faut, même si vous n'êtes pas croyant, ça n'a absolument rien à voir, on n'est pas dans la croyance, on est juste dans le processus de vie aussi, et d'avoir ce désir, c'est important d'avoir du désir. La vie, pour moi, est reliée à du désir, un mouvement intérieur et un désir. Donc, essayez de définir quels sont vos désirs. Qu'est-ce qui vous motive profondément dans la vie? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui fait que ça pétille à l'intérieur? Cherchez ça. Et là, je pense que c'est déjà peut-être une une petite clé vers le processus de guérison. mmh. Donc, c'est un Voilà. petit peu le message que j'ai envie de faire passer. Mmh. En tout cas, un grand merci Fabienne, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous et puis c'était très riche, donc tout comme votre livre, donc vraiment un grand merci. Merci à vous, Sophie. Merci pour cet échange également et pour la qualité de votre écoute, votre bienveillance et puis pour tout ce que vous faites avec vos podcasts. Merci. Et en tout cas, pour les auditeurs qui aimeraient aller plus loin, je les invite à découvrir votre ouvrage «Ces guérisons qui défient la science», paru aux éditions HarperCollins. Bon, il y aura le lien sous ce podcast, mais vraiment qui est une pépite parce qu'il est extrêmement il est pas très grand, mais il est extrêmement riche dans son contenu, quoi. Il est très dense et ça fait réfléchir, donc c'est chouette. Donc merci aussi pour cet ouvrage. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!